Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. La figure du sommelier un peu intimidant, très peu pour elle. Oran Vanel a pris le contre-pied et exerce son métier avec chaleur et créativité. Après quelques années à Londres, cet autodidacte de talent officie à présent à l'Auberge du Vermont, le restaurant de Florent Laden. Sans une once de snobisme, elle y sert aussi bien du vin que de la bière ou des boissons fermentées de sa création, toujours en lien étroit avec la cuisine et les produits du moment. Avec toujours la préoccupation d'être au plus près de son terroir flamand natal, y compris dans la sélection des vins, bio, nature et en biodynamie, ce qui l'a conduit à dénicher des pépites hors des sentiers battus. Une recherche de goût avant tout, au-delà des étiquettes. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait d'Oran Vanel dans Girls in Food. Bonjour Oran Vanel. Bonjour Adeline. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Oran Vanel, j'ai 32 ans. Ça fait un peu plus de 5 ans que je travaille à l'Auberge du Vermont et je suis originaire du Nord. Si on revient en arrière, donc tu nous as dit que tu étais originaire du Nord, est-ce que tu peux nous parler de la place que la cuisine occupait dans ta famille quand tu étais enfant ? Oui, je peux en parler. Alors, je vais pas avoir énormément de choses à dire parce que on était des bons vivants, on aimait bien manger, c'était important les repas, les restaurants. Mais après, il n'y avait pas une place non plus ultra centrale. Mes parents étaient infirmiers tous les deux. Alors, dans mon adolescence, ça a pris un peu plus de place puisque j'ai mon oncle de cœur, Benoît, qui est restaurateur. Et donc, à travers lui, j'ai un petit peu découvert déjà le métier. Que je ne voulais absolument pas faire à ce moment-là parce que je voyais bien les horaires qu'il faisait et l'investissement que c'était. Je lui avais toujours dit jamais je ne travaillerai dans la restauration et finalement ça m'a prise quand même. Mais voilà, la cuisine, des bons repas, des bons moments, c'était surtout ça. Après, sans complexité aucune. Est-ce que tu te souviens d'un plat marquant que vous faisiez pour les fêtes ou le dimanche ? Enfin, est-ce qu'il y a un... Non, pas vraiment. Les dimanches, c'était assez varié. Alors, c'était les plats un peu du dimanche, les pot-au-feu, les choses qui prenaient un peu de temps, les pot-au-feu qu'on pouvait réutiliser le bouillon le soir pour faire des petits repas un peu plus simples le soir. Mais il n'y avait pas de plat fétiche. Les repas de famille, alors ma mère, qui adorait accueillir, se mettait toujours une belle pression, donc il fallait forcément qu'il y ait plusieurs entrées, un plat. Enfin, c'était assez grandiose, mais... jamais sans trop de complexité. J'ai pas un plat qui me marque. J'ai plein de choses, j'ai plein de moments, mais rien en particulier. Et comment tu t'imaginais alors, si tu t'imaginais pas du tout dans la restauration, est-ce qu'à l'inverse il y avait tu avais une voix qui t'intéressait particulièrement à l'époque ? Je pense que toute petite, je suis passée un petit peu par toutes les phases qu'on peut avoir jeune fille. Alors c'est très stéréotypé, mais fleuriste, coiffeuse. Avec l'âge, et ça a duré un petit moment, je voulais être paléontologue. Et ça a duré un long moment jusqu'à ce qu'en troisième, il y ait le petit stage de quelques jours à faire. Alors ma mère s'était bien décarcassée pour que je trouve absolument un stage qui s'approche de cette envie de la paléontologie. Et j'avais fait un stage à la cité scientifique à Villeneuve d'Ascq où j'étais avec des personnes comme ça, archéologues, paléontologues, et en fait heureusement que j'ai fait ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je souhaitais. Moi je voyais les voyages, les fouilles, et on m'a dit mais non, avant ça faut que tu fasses des thèses, des recherches, enfin les fouilles ça arrive quand t'auras 40-50 ans après, et du coup j'étais ah oui bah non, en fait moi être enfermée, regarder des fossiles au microscope, c'était pas, moi je voulais le voyage et les recherches, les fouilles, mais du coup ça s'est très vite après ce stage c'était fini, il y avait plus ce rêve là.
Après, ça a été plutôt l'envie artistique. Et je savais que je voulais pas faire un travail bureaucratique. Je voulais pas rester assise. Déjà, c'est voilà, ça éliminait quand même beaucoup de choses. Il fallait que je bouge. Il fallait que je crée quelque chose. Je voulais pas non plus être infirmière parce que mes parents l'étaient. Ça, c'était quelque chose qui, j'ai pas peur du sang, etc. Mais je voulais pas faire ce métier. J'en avais trop entendu parler. Mais le côté créatif me plaisait beaucoup. Et puis, en fait, la restauration est venue plus tard par hasard. Et je ne peux plus m'en passer. Et justement, alors, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours? Sur ce que tu as fait entre voilà ton travail de sommelière aujourd'hui aux côtés de Florent Laden et voilà tes années d'études. Oui, alors j'ai fait un bac général en sciences économiques et sociales avec quand même j'avais pris pas mal d'options pour m'assurer le bac et notamment l'art plastique parce que voilà, j'étais sensibilisée au côté créatif comme je te disais. Et ensuite, donc j'ai eu mon bac, j'ai fait une formation en alternance de décorateur étalagiste merchandiser, parce que j'avais passé notamment des concours aussi pour faire une prépa art, mais je voyais pas quel métier j'allais, comme c'était un peu flou, je voulais faire une école qui me permette de trouver quand même un travail derrière. Donc j'ai fait cette formation de décorateur étalagiste en alternance où je travaillais dans un studio photo. Qui faisait notamment la photo de linge de maison. Donc je créais les décors, les mises en scène, etc. J'ai été, après l'obtention du diplôme, j'ai été embauchée 2 ans en tant que salariée dans ce studio photo. Et une fois, coup de folie, j'ai tout plaqué et je suis partie vivre à Londres. Et je débarquais là-bas sans appartement, sans emploi, enfin vraiment juste mes bagages et 15 jours de réservé dans une auberge de jeunesse. Et en fait, j'ai réussi à trouver un poste dans un restaurant étoilé. Alors que mon anglais était très scolaire, que j'avais jamais travaillé dans la restauration, hormis avoir fait peut-être 2-3 fois la plonge pour mon oncle, mais c'était tout. Et en fait, ils m'ont embauchée en tant que ce qu'ils appellent là-bas commis, donc je faisais la plonge pendant le service. Enfin, j'essuyais les assiettes, je polichais les couverts. Le matin, je faisais le ménage, le comptage du linge, etc. Et en fait, j'ai commencé là-bas et ça a duré 2 ans au cours duquel ils m'ont fait évoluer, parce que j'ai montré que j'en avais envie. Moi, quand on me donne une tâche à faire, j'aime bien le faire plus que bien et après évoluer. Et du coup, ils m'ont fait passer au bar où ils m'ont appris les cocktails, préparer les cafés, etc. Je suis passée à la salle, ils m'ont appris un petit peu la réception aussi, jusqu'à ce que j'atteigne une petite phase où j'aidais la sommelière. Et donc, j'ai commencé à toucher un petit peu des doigts la sommellerie là-bas. Mais c'était impressionnant, c'était une carte qui faisait 80 pages avec des vins du monde entier. Moi, je connaissais pas grand-chose. Ils m'ont permis d'avoir une petite formation là-bas de 5 jours en anglais qui se terminait par un QCM que j'ai réussi, mais sur lequel j'ai étudié les principaux cépages. Et puis voilà. Et là-bas, on m'a proposé un peu le poste d'assistante sommelière. Mais en fait, j'avais ce besoin et cette envie de rentrer chez moi. J'avais fait le tour à Londres. Moi, je suis une fille de la campagne, en fait. J'adore ça. Et Londres, c'était trop grand pour moi. C'était trop la ville. Même si, voilà, je me suis éclatée, mais il fallait que je rentre chez moi, que je retrouve mes proches. Et mais je savais qu'en fait, j'avais mis le pied dans la restauration et que finalement, j'allais pas en partir. D'aussitôt. Ouais, ça c'était voilà. La certitude. Ouais, c'était la certitude. La restauration, ça me plaisait. Le rythme, le contact avec les clients, apprendre de nouvelles choses, pouvoir goûter, manger, boire. Du coup, je suis rentrée en France. J'ai trouvé un poste à la laiterie à Lambersart, où j'ai commencé serveuse et puis j'ai été maître d'hôtel. Donc, je gérais l'équipe, les plannings, etc. Pareil, j'ai fait 2 ans. Et je suis partie parce que ça me convenait plus vraiment. Et en fait, une amie m'a dit « Florent Laden, il cherche quelqu'un en salle. » Et je l'avais pas du tout suivi sur Top Chef. Je connaissais sa façon de travailler, sa philosophie de travail, mais
Et je me suis dit oui, en même temps c'est pas loin de la maison, c'est vrai que c'est chouette ce qu'il fait, allons-y, pourquoi pas. Et du coup, et me voici 5 ans et demi auparavant chez Florent, pareil pour de la serveuse au premier abord. Et puis en fait, voilà, je lui ai très vite dit que le vin m'intéressait, que j'y connaissais pas non plus 15 000 choses, mais que j'aimais bien ça. C'est lui du coup qui m'a initiée au vin nature. La bière également, parce que je lui ai dit j'aime pas la bière, moi je bois pas de bière, j'aime pas trop l'amertume. Il m'a dit t'as pas dû goûter les bonnes choses. Effectivement, j'avais pas goûté les bonnes choses. Et donc c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a permis d'apprendre la sommellerie et qui m'a donné ce rôle-là assez rapidement. Et est-ce que tu peux revenir pour nous sur la démarche globale du restaurant? Bien sûr. Donc Florent a cette philosophie de travailler qu'en 100% local, cette conviction de travailler qu'en 100% local, que c'est réalisable, et on le fait. Donc pas d'épices, pas de chocolat, pas de café, pas de poivre, le sel, on a réussi à supprimer le sel qui nous venait de Guérande, qui est maintenant le sel des Deux Caps, donc bien plus local. On travaille donc 100% local au niveau de l'assiette, puisque bien évidemment quand boisson alcoolisée, je ne peux pas l'être. Mais surtout sur le vin. Surtout sur le vin, tout à fait. Donc, mais on travaille que des vins, on s'éloigne pas trop, on est vin flamand, vin français, en bio, mais surtout en vin nature et des bières artisanales. Et donc à l'auberge, le principe est de venir et de ne pas savoir ce qu'on mange. C'est des menus à l'aveugle. On ne donne aucune information, on demande les allergies et on fait plaisir comme ça et on espère que ça fonctionne. Tout le monde a confiance en nous et tout le monde se laisse guider par nous, mais produits locaux uniquement. Mais j'aimerais bien que tu nous parles aussi à ce propos de comment toi tu trouves les accords entre les boissons et justement cette cuisine qui change finalement tout le temps puisque elle est calée sur les saisons, sur les produits qui arrivent. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que c'est presque un challenge du quotidien en fait Oui, alors donc ou de la semaine en tout cas. On travaille donc les menus. Alors avant on les changeait tous les 15 jours, mais on se rendait compte qu'on se faisait un petit peu mal. Et que c'était pas nécessaire de se faire autant mal parce qu'il n'y avait pas cette demande d'un changement tous les 15 jours. Donc on est passé à un menu qui change tous les 3 semaines, sur lesquels moi je propose 2 accords. Il y a un accord mets et boissons alcoolisées, parce que je ne propose pas un accord uniquement mets et vin, mais je mélange vin et bière. Et on propose un autre accord qui est sans alcool, que je crée tout moi-même, qu'à partir de produits locaux, puisque là je peux me le permettre, c'est moi qui crée, donc je suis la philosophie de Florent. Et donc en fin de compte, la cuisine me donne les menus plus ou moins 15 jours, 1 semaine et demie à l'avance. Parce que j'ai des fermentations, des kombucha, des kéfirs, des limonades obtilées, qui ont besoin de temps pour fermenter. Donc 1 semaine et demie, 15 jours avant, ils m'annoncent au moins les grandes lignes du prochain menu. Et à partir de ce moment-là, je commence la création. Donc les vins et les bières, c'est assez facile. J'ai un endroit de stockage. J'achète toujours le vin à l'avance quand j'ai des coups de cœur. Je stocke et j'utilise uniquement quand j'en ai envie, quand ça me paraît cohérent avec l'assiette, que c'est le bon moment de l'ouvrir. Pareil pour les bières et les sans-alcool. Donc je crée avec. Là c'est de la création. Là c'est de la création. Alors j'ai pas encore l'occasion, j'ai pas encore suffisamment le temps et l'espace pour créer beaucoup à l'avance et laisser vieillir et permettre de faire finalement comme les vins, d'utiliser au moment où j'en ai besoin. Donc je crée vraiment un peu au temps pour temps, mais avec les produits de la saison locale. Et il faut que ça dure 3 semaines. Et par rapport à ça, comment tu t'es formée à ça? Parce qu'on voit que tu as appris la sommellerie dans tes différentes expériences professionnelles. Mais comment est-ce qu'on se lance dans les boissons fermentées, par exemple les kéfirs et les kombucha? Alors en fait, on a eu la question avec Florent. Alors avec les confinements, je suis toujours un peu perdue dans mes périodes, mais je dirais il y a 3 ans, de se dire il faudrait qu'on se lance dans des sans-alcool, parce qu'on avait, il y avait plein de choses. On avait cette première envie tout simplement de le travailler, parce qu'on commençait, nous on travaillait déjà un petit peu le kéfir,
mais on entendait parler du kombucha, on entendait parler de plusieurs choses, mais qui se faisaient pas vraiment dans les restaurants. Il y avait cette envie de toucher tout simplement les personnes qui ne boivent déjà pas d'alcool, de penser aux femmes enceintes, ceux qui ne peuvent pas, qui ont une petite restriction sur une période plus ou moins longue. Les enfants aussi, moi je trouve ça trop chouette qu'il y ait des enfants qui se lancent. Alors je sais que je vais comparer aux adultes, encore ça va être plus dur de les convaincre. Il y a des choses plus particulières, des choses très amères parfois. Je sais que voilà, l'amertume, quand on est jeune, enfin en tout cas moi c'était pas ce que je préférais. Mais c'est trop chouette, ne serait-ce qu'ils goûtent. Pour moi, c'est un immense bonheur. Même s'ils ne boivent pas tout, même s'il y a des choses qui me disent, oh, ça, j'ai pas aimé, c'était pas bon du tout. Je m'en fiche. Ils ont goûté, ils se font empaler, c'est hyper important. Il y avait les couples. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de couples qui venaient. On est à la campagne. Tout le monde ne peut pas dormir sur place, même si on a 5 chambres. Donc, il y a forcément ce problème de prendre la route. Et souvent, il y en a un qui se sacrifie sur le fait de prendre, de ne pas boire et du coup de faire un repas à l'eau. Et du coup, il y avait cette envie de faire plaisir. Et alors là, c'est le côté Florent Laden plutôt qu'Oran qui va parler, mais il y a quand même un côté aussi financier finalement pour le restaurant qui fait que une personne qui boit que de l'eau et une personne qui va prendre un accord sans alcool, ça ramène aussi un peu... C'est pas le même impact pour le restaurant, Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, là où quand on a commencé, on s'était dit, bon, on va toucher un peu de monde, mais pas non plus tant que ça, on verra bien au niveau des quantités. Finalement, on se rend compte que ça fait 30 à 40% de notre vente d'accords, de boissons. Ah ouais, donc c'est beaucoup plus large que ce que vous pensiez. Oui, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Et c'est trop chouette. Et en fait, alors il a fallu du temps quand on a commencé à envisager l'accord sans alcool. J'avais dit à Florent, moi j'y connais rien. J'avais forcément, aucune information là-dessus, hormis le kéfir qu'on travaillait déjà. Donc ça a été à force de discussions, un petit peu de bouquins sur les fermentations. Je me disais il faut pas faire que des fermentations parce que ça va être que du pétillant tout au long du repas et ça fatigue quand même un petit peu le palais. Donc je m'étais dit c'est pas grave, j'ai travaillé des jus, des infusions, des bouillons. De toute façon j'ai la cuisine qui est là pour m'aider aussi et pour m'apprendre des choses puisque je travaille finalement les mêmes produits qu'eux. C'est ça, tu fais en fait c'est des donc recettes, tu travailles comme un cuisinier. C'est entre la cuisine et la sommellerie. Et un vigneron et un brasseur. C'est mélanger en fait les trois à la fois. Et j'ai lu beaucoup et puis après je me sentais jamais vraiment assez confiante pour me lancer et à un moment j'ai dit à Florent, tu sais quoi, faut que je me mette au pied du mur, faut qu'on se dise telle date on y va. Et on y va et on verra bien et on se lance et j'apprends encore plein de choses. Je lis, je n'invente rien. La fermentation est là depuis des millénaires. Tout à fait. On l'utilisait bien longtemps avant moi. Moi, je fais juste qu'associer des goûts et faire des recherches et voir ce qu'on faisait dans d'autres pays. C'est de la recherche et c'est de l'ouverture. Mais c'est assez différent, je trouve, de boire en fait une boisson par exemple pétillante pour se rafraîchir et de la consommer en accord avec un plat. Ouais. Comment est-ce que toi tu fais pour marier en fait ça, les deux, pour que ça s'accorde comme un vin en fait le ferait? Donc comme je te disais, il me donne les menus à l'avance, donc ça fait maintenant un certain moment que je travaille avec Florent, donc je même sans goûter forcément l'assiette, je connais leur façon de travailler, je connais plus ou moins les associations, je connais un peu le rendu, et puis des fois je leur demande, avant même qu'ils créent, je leur demande si ça va être un plat qui va être plus sur la rondeur, plus sur l'amertume, ce qui me permet déjà de définir, de me dire si c'est amer, je vais peut-être apporter plutôt d'acidité. C'est la même balance finalement que travailler avec un vin ou une bière, et après... j'ai vraiment du mal à l'expliquer parce que j'étais assez instinctif, je le réfléchis pas trop. Alors, des fois, je reprends un ingrédient qu'il y a déjà dans le plat. D'accord, je me dis, bon, alors là, je vais reprendre ça et puis je vais le travailler en jus. Mais j'aime pas procéder comme ça sur chaque plat parce que je trouve que c'est trop facile. Donc, parfois, je me dis, bon, alors qu'ils ont déjà mis ça, qu'est-ce que moi, je peux ajouter en plus en petit ingrédient qui va pas amener trop de complexité, mais qui va faire la jolie balance. Et c'est vraiment au feeling. Et après,
quand c'est fait, que la cuisine peut me sortir un plat, on goûte et puis je réajuste si besoin. Ok. Et comment est-ce que c'est perçu par les clients? Donc on voit que dans les ventes, clairement, il y a une adhésion. Mais notamment, je pense au fait que le client, à la fin du repas, il va pas pouvoir, par exemple, te commander un café, parce qu'il y en a pas. Ouais. Est-ce que les gens sont surpris? Est-ce que... et puis je suppose que ça évolue dans le temps. Enfin, maintenant, vous êtes quand même bien connu pour ça aussi. Mais... Oui. Alors, écoute, il y a... Dans le fait, par exemple, même dans le menu, les accords mets et alcool, il y a de la bière. Ça a longtemps, la bière, elle a été souvent longtemps regardée un peu avec, un peu de mépris, en tout cas pas à l'égal du vin. Toi, tu la mets en fait à l'égal du vin. Ouais. Comment c'est perçu tout ça Eh ben, écoute, c'est plutôt bien perçu. Alors, quand on a commencé, parce qu'avant on proposait un accord mets et vin ou un accord mets et bière. On séparait les deux. Moi, un jour, j'ai dit à Florent, toi, tu laisses pas le choix de ce qu'il y a dans l'assiette. Pourquoi moi, je devrais laisser le choix de vin ou bière? Moi, j'étais la première quand j'ai commencé à dire que je n'aimais pas la bière. Et finalement, on découvre des choses. Donc déjà, on a commencé par mixer les deux en disant, laisse pas le choix et il faut faire découvrir. Alors, j'ai encore des clients qui me disent, j'aime pas la bière. Alors, j'essaie d'apprendre pourquoi. Si c'est l'amertume, si c'est simplement la bière. Déjà, ça, il y a une belle évolution. Après, quand on me dit catégoriquement il n'y a pas de bière, on trouve une autre option. Okay. Mais je veux pas faire ce sacrifice. On trouve une autre option. Mais c'est plutôt bien perçu. En fait, je pense que c'est bien perçu et il n'y a pas trop de problèmes, on n'a pas trop d'obstacles parce que déjà avec la cuisine de Florent, il y a ce concept de dire vous venez et vous savez pas ce que vous allez manger, c'est la surprise. Finalement, ils sont déjà conditionnés au niveau de l'assiette. Donc c'était assez logique et assez facile finalement de l'exporter dans l'idée des boissons aussi. Pour le sans alcool, je pense que c'est encore mieux pris parce que on satisfait encore plus de gens. Sont donc toujours pour abandonnés. Eux, c'est la grande, c'est mon Dieu, on voit ça nulle part ailleurs. Enfin, ça commence à se développer, mais c'est pas encore courant. Donc c'est la belle et bonne surprise. Et je pense que pareil, on dévoile pas ce qu'il y aura, mais du coup ils s'attendent pas forcément à des choses aussi poussées. Et donc, alors je sais que parfois je déroute un petit peu, tout n'est pas tout compris, parce que moi je pars dans la folie de Florent, dans ce qu'on a l'habitude de faire, je me mets aucune limite, donc je me rends pas toujours compte si je vais trop loin ou pas, mais globalement j'ai pas de personnes qui sont apeurées de cette expérience-là, c'est toujours très bien pris dans la curiosité, le plaisir et la découverte, quoi. Il y a pas de... Je pense que de toute façon, chez nous, ils savent qu'on casse un petit peu les codes et ils sont là pour ça. Et les vignerons, les vigneronnes, comment est-ce qu'ils le perçoivent, ça, d'être mis au même niveau que des brasseurs, que des créations sans alcool j'ai pas encore vraiment discuté de cet aspect, de leur demander si... ils avaient des craintes ou comment ils le percevaient de proposer les deux. Je sais simplement que moi j'ai déjà eu l'occasion de leur apporter des kombucha, des kéfirs que je faisais moi à des copains vignerons et c'était important pour moi de leur faire goûter comme aux brasseurs parce que je me sens toujours débutante et pas confiante. Enfin, c'est pas que j'ai pas confiance, mais j'ai besoin d'avoir certaines approbations, qu'on me dise oui, t'as raison, etc. C'est bien fait, vas-y, continue, parce que c'est hyper intéressant. Donc j'aurais déjà apporté des boissons fermentées et ça leur a toujours beaucoup plu. Et en fait, ils sont trop contents aussi qu'on apporte... Il n'y a pas de concurrence. Ok. En tout cas, avec ceux que j'ai discuté... et en plus, j'avoue que j'ai jamais vraiment posé la question de but en blanc. Parce que je me disais, je le fais. Pourquoi pas. Mais avec les copains vignerons que j'ai, en tout cas, il n'y a pas... Il y a pas eu de reproche, il n'y a pas eu de concurrence, il y a pas... Ils trouvent ça trop cool aussi qu'on le fasse et qu'on se lance et que je leur fasse goûter et du coup on s'échange les bouteilles d'alcool et de sans alcool. Est-ce qu'il y a encore des projets sur lesquels tu travailles, puisque tu pousses super loin la créativité,
en la matière. Est-ce qu'il y a encore des... Jusqu'où tu peux aller, quoi? Écoute, j'ai l'impression que je peux encore aller très loin. Là, j'ai encore découvert des nouvelles fermentations, des nouvelles choses qu'il faut que je teste, notamment avec de l'églantier, etc. J'ai vu qu'on pouvait lancer d'autres fermentations comme ça. Donc, au niveau de la fermentation, j'ai toujours plein de choses à découvrir. Des associations, il y en a toujours. On fait l'accord sans alcool uniquement pour le moment à l'Auberge du Vermont, mais Florent a plusieurs restaurants, donc j'aimerais que ça soit étendu au moins ne serait-ce qu'au Bloom Pot qui fonctionne sur le même principe que nous, des menus à l'aveugle, etc. Il y a le projet de devenir brasseuse sans alcool. J'aimerais vraiment que, notamment le kombucha, parce que moi c'est ma fermentation favorite, c'est mon petit chouchou de mes accords. J'aimerais pouvoir le brasser en cuve et au moins le distribuer dans tous nos restaurants, et aussi pouvoir quand j'ai un client qui me demande est-ce qu'on peut repartir avec une bouteille, en ce moment je dis non parce que j'ai pas les quantités, parce que j'ai pas le temps de créer plus. Là de pouvoir dire oui, allez-y, prenez une bouteille, un carton et savourez à la maison. Je vendrai pas dans des commerces, hein, c'est pas le but. Moi je veux que ça soit chez nous, et que pour les personnes qui ont découvert ça chez nous, enfin je veux pas être exclusive et enfermer les gens, mais et de toute façon ça sera déjà un très gros travail. Donc il y a brasser en grosse quantité en cuve, ça c'est un projet. Ouvrir à nos autres restaurants, c'est l'autre projet, et je pense que ça c'est déjà pas mal. Et je sais qu'il y aura d'autres idées par la suite qui arriveront, il y aura d'autres choses à faire forcément. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton quotidien de sommelière? Oui. Comment tu partages ton temps entre le service en salle qui en soi prend du temps, justement la partie création, le fait d'acheter le vin, d'aller à la rencontre des vignerons que tu connais déjà, mais aussi d'en rencontrer des nouveaux brasseurs, ou voilà. Comment ça s'articule entre... Alors ça fait des sacrées journées. Il n'y a pas de journée type de toute façon. Enfin, il y a les grandes lignes. Forcément, le matin, j'arrive, je remets au frigo tout de suite les vins qui ont été consommés, les vins blancs, enfin les vins pour les accords, ce qui doit être au frais, pas au frais. Aller chercher dans mon lieu de stockage s'il me manque des choses. Pareil pour du coup le sans alcool, vérifier si j'ai ce qu'il me faut, puisque j'embouteille. J'ai acheté une petite encapsuleuse manuelle, des bouteilles, mes petites capsules, donc j'encapsule comme ça mes boissons. Donc je fais mes rassorts en fait de frigo, de stock de cave, et puis une fois que ça au moins je suis sûre d'être prête pour les services, je passe à ce que j'ai besoin de créer. Donc si pour l'accord actuel je commence à être à court de quelque chose, je refais une recette de quelque chose. Et puis si quand je suis prête, au moins je suis assurée d'être prête pour les prochains services, là je me mets sur les nouveaux accords. Donc souvent en fait le prochain menu m'est donné comme ça au cours de la journée, mais je le lis une première fois, c'est souvent un soir en fin de service. Je prends toujours une photo et en fait j'y pense toujours. Quand on me donne un nouveau menu, c'est surtout, là je le fais plutôt sur mon temps libre, c'est-à-dire sur la route, quand c'est l'heure de la pause, le soir quand je rentre à la maison, c'est là où je cogite, où je me dis ok, donc j'ai le menu en tête, c'est ça, qu'est-ce que je peux faire. Je note, une fois que je suis arrivée chez moi, où je suis posée, je note les premières idées. J'échange aussi pas mal avec la cuisine, parce que parfois j'ai des petites, pas des pannes d'inspiration, mais des moments, il y a un plat qui me pose parfois une difficulté, je me dis là, j'ai pas en fait, j'ai souvent la petite étincelle qui vient rapidement quand je lis le menu. Et ça, c'est les accords faciles, et souvent ceux qui fonctionnent le mieux quand ça me fait un déclic tout de suite. Il y en a d'autres qui, faut plus faire mûrir l'idée, etc. Donc parfois, je vais chercher un peu l'inspiration au niveau des cuisiniers en disant ok, toi, t'ajouterais quoi comme saveur? Tu vois quoi? Parce qu'il n'y a pas de mal de toute façon à demander un coup de main, hein, il va pas faire tout toute seule. Et puis oui, en fait, une fois que c'est calé, je commence toujours par mes accords, mes fermentations, puisque c'est là qui demande de plus de temps. Donc ça va être ma priorité. Ce qui est plutôt jus ou infusion, si c'est même fait la veille du changement de menu. Alors j'aime pas trop ça, j'aime bien être prête à l'avance. Mais il y a rien de grave. Et puis après, une fois que
les deux, entre le menu actuel et le nouveau menu, il y a forcément un moment où tout se croise. Et donc les matins, il faut jongler avec le réapprovisionner, créer l'ancien, le nouveau et tout se combine. Et après, pour l'achat des vins, alors là, c'est encore une autre étape. On travaille 90% du temps, je dirais, en direct avec les vignerons. Donc il y avait déjà une belle carte qui était là avant que j'arrive. Donc d'une année à une autre, les vignerons nous renvoient leur liste, parfois nous envoient des échantillons, ils viennent manger à l'auberge et comme ça on fait aussi des dégustations et puis ils viennent manger, ils dorment sur place et on fait la bringue et c'est chouette. Je travaille quand même avec notamment 2 négociants en vin, donc parfois ils me contactent, ils me disent aujourd'hui je suis avec tel vigneron où j'essaie de faire goûter, donc ils passent aussi à l'auberge. Ils me font goûter et puis je fais mes petites notes et je commande un peu plus tard dans la semaine. Et sur mon temps libre, on va pas se mentir, quand je pars en vacances, moi je suis tombée. J'ai toujours été très très fan des vins du Jura. C'était ma région viticole favorite. J'ai découvert la région il y a 2-3 ans où je me suis fait beaucoup de copains vignerons et du coup assez régulièrement je pars dans le Jura et ils me font découvrir d'autres copains vignerons. On déguste chez eux pas forcément du vin du Jura, donc je note les petits noms et je recontacte derrière. Enfin c'est un réseau finalement. Je pense qu'une fois qu'on a mis le pied dedans. Voilà, il y a des vignerons qui nous font rencontrer d'autres vignerons. Il y a des choses qu'on goûte nous au restaurant quand on a l'occasion de les manger chez les copains. Pour les brasseurs, ça fonctionne de la même manière. On a les brasseurs avec qui on travaille depuis des années et des années qui nous recontactent à chaque nouveau brassin et on goûte ou pas. En même temps, on sait ce qu'ils font déjà. Oui, la bière, c'est un petit peu différent. Ouais, et même le vin, on sait ce qu'ils font. Les vignerons avec qui on travaille depuis longtemps, on connaît leur vin. Donc, qui créent un nouveau vin, une nouvelle cuvée, on est rarement déçus. Donc, on travaille comme ça. Et j'ai même, moi, des clients, c'est rigolo, qui me disent « Ah, mais nous, on a goûté ça. » Et je note les noms et je dis « Oh, c'est trop chouette. » Même avec des clients, parfois, on se fait des partages de domaines, de noms de brasseurs et c'est trop chouette, donc c'est... Ça montre qu'il y a une synergie et qu'en fait les clients aussi se reconnaissent dans ce que tu proposes. Oui, et puis alors, l'auberge, on est très familial. Alors on va pas faire la bise à tous les clients, mais il y a un réel échange de... moi je fais très régulièrement des blagues aux clients quand je sens que je peux le faire, et du coup il y a beaucoup d'échanges et du coup d'échanges de vignerons, de noms de vignerons ou de brasseurs. Et j'ai juste une dernière question autour de vraiment ton cœur de métier. Forcément la situation climatique a un impact sur les vignes, on le sait. Ça fait émerger, ça inquiète les régions traditionnelles viticoles et ça fait aussi potentiellement émerger des régions qui n'étaient pas trop dans le spectre jusqu'à présent, et je pense notamment au terroir du Nord qui n'était pas très connu pour ses vins. Toi, tu proposes des vins de la région étendue, disons. Là, donc moi je travaille qu'en vin français. Là, je travaille avec un vigneron flamand qui est à Locre, à 10 minutes de l'auberge, qui fait un blanc, un rouge en vin nature. C'est très très chouette. Et bien sûr qu'on commence à avoir des vignes dans le Nord. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il y a des vignes. Je pense qu'ils n'étaient pas encore jusque-là forcément très exploités en nature. Mais là, à nouveau, pareil, dans la région, il y a des choses en nature qui se font. Alors, je dois me caler 1 ou 2 journées avec ma petite voiture et faire le tour et aller faire des dégustations. Pour amener, parce que je souhaiterais amener un peu plus de vin des Flandres, parce qu'il y en a. Oui, il y a une inquiétude, c'est sûr. Des domaines champenois qui achètent des vignes au sud de l'Angleterre, on commence à en entendre parler. Alors, je dis pas que le Nord, on va devenir une grande région viticole, et c'est pas forcément ce que je souhaite. Si on arrive à en faire, c'est bien, mais s'il y a de la place, il y aura forcément de la place en plus pour nous, mais on veut pas prendre la place d'autres vignerons, et de toute façon, on fera pas les mêmes choses, et si ça devait arriver, je travaillerai jamais, je pense, exclusivement qu'avec des vins des Flandres.
parce que c'est comme la bière, c'est comme tout, on fait d'autres choses et de belles choses. Donc je veux pas trop m'éloigner pour rester dans l'esprit un petit peu du local et d'avoir une philosophie écologique saine, mais je veux pas être non plus que des vins. Ok. Mais oui, c'est. Mais tu vois quand même. Mais que oui, ça, bien ça... sûr, ça. Enfin, il y a des vignes qui émergent, qui ont toujours été là et qui en plus émergent maintenant dans les Flandres. On commence à en parler. Et je suis trop fière et je serais trop fière d'apporter ça en plus à la carte et de faire découvrir aussi bien aux clients de la région qu'à d'autres clients qui sont peut-être aussi dans des régions viticoles classiques. Enfin, en tout cas, oui, les Bourguignons, les Bordelais. Vous voyez, nous aussi, on fait des choses, on sait bien le faire aussi. On est le pays de la bière, mais on peut vous faire des chouettes vins, mais sans prendre la place de qui que ce soit, c'est pas le but. Si ça, les conditions sont faites pour qu'on le fasse, mais bien sûr, allons-y, je serai la première à dire feu, c'est trop bien. On enrichit notre région, mais sans prendre la place. J'aimerais bien, Oran, qu'on parle aussi d'un autre sujet qui est la place des femmes dans le milieu du vin, qui est pas toujours facile parce que le milieu est réputé assez difficile ou hostile pour les femmes, que ce soit dans les vignes, peut-être même encore plus dans les vignes, mais parfois même en sommellerie. J'aimerais bien que tu partages ton expérience en la matière, toi, que ce soit à Londres ou ici en France. Comment tu t'as vu les choses, comment toi t'as été accueillie, enfin voilà. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire que je vis peut-être dans un monde de bisounours, mais j'ai jamais eu En fait, je me suis jamais posé la question parce que je crois que j'ai jamais été confrontée à aucun obstacle. À Londres, il y avait... Alors c'était une grosse équipe, mais j'ai envie de te dire qu'il y avait autant d'hommes que de femmes. Alors un peu moins dans la cuisine, mais en tout cas, même s'il y avait des femmes en cuisine. Oui, j'ai envie de dire que c'était équivalent. Et puis des femmes à haut poste. Moi, mes responsables, mes managers à Londres étaient des femmes. La sommelière était une femme. Enfin, en tout cas, en salle, les postes, les plus gros postes à responsabilité étaient des femmes. Donc, je me suis pas posé la question. Ça a été facile. Et à l'auberge, c'est pareil. En fait, moi, dans mon parcours, moi, personnel, j'ai jamais eu l'impression de devoir faire ma place, de me battre contre qui que ce soit, et encore plus contre des hommes. Je voulais juste me battre contre moi-même et faire ce que j'avais à faire. Donc, j'ai jamais rencontré de problème. Et je l'ai jamais vu, et on m'en a jamais parlé. Alors, je sais que ça existe, bien évidemment. Mais ça existe aussi, les restaurants, les entreprises... où ça se passe bien, où il n'y a pas de combat. C'est chouette en non, c'est trop bien. Enfin, moi, vraiment, j'ai jamais eu l'impression de devoir me battre contre un homme pour mériter ma place. Et dans les vignerons, les vigneronnes, écoute, j'ai jamais non plus vraiment, pour te dire à quel point je pense que je suis un petit peu dans ma bulle ou dans me dire tout va bien parce que je l'ai pas vécu, mais j'ai jamais abordé le sujet avec des femmes vigneronnes parce que j'en connais, j'ai des copines vigneronnes, mais c'est pareil, j'ai toujours eu l'impression, en tout cas le temps que je passais avec elles, le temps qu'on passait avec d'autres vignerons, etc., qu'il y avait pas de lutte, chacun avait sa place, il y avait pas de critique sur un vin parce qu'il était fait par une femme ou son travail dans la vigne ou qu'elle y arriverait pas. De ceux que je connais, moi tout le monde est au même pied d'égalité. Ça fait il y a pas. Franchement, j'ai jamais rencontré de difficultés sur ce sujet et j'ai jamais rencontré de personne, en tout cas proche de moi, qui a rencontré cette difficulté aussi. Donc je sais que ça existe et c'est malheureux et il faut en parler. Mais il faut aussi savoir que il existe des endroits où ça se passe très bien et il n'y a pas de combat. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une femme qui nous écouterait, qui voudrait devenir sommelière, qui serait inspirée par ton parcours? Faut y aller, faut pas avoir peur. Moi, je me remets toujours en question. J'ai pas vraiment fait d'études du coup pour la sommellerie. Donc je sais que parfois on me pose des questions, je sais pas y répondre. Je sais que je connais pas tout,
Mais à partir du moment où on fait plaisir, où on a un retour de clients, les clients sortent heureux, qu'on fait des belles rencontres, faut se lancer, faut pas avoir peur. Ouais, faut juste pas avoir peur, s'écouter, se laisser aller. J'ai pas... moi, je pense que je suis encore aussi des fois dans le questionnement, me dire est-ce que je fais bien. Enfin, je suis quelqu'un qui est pas forcément toujours confiance en moi. Du coup, je crois que j'arriverai jamais à me dire que je suis confirmée dans ma profession et dans mes créations. Et on aura beau me faire 1000 compliments, je serai toujours dans la remise en question. Mais c'est bien en même temps, je trouve que c'est ce qui fait progresser. En fait, tant que c'est un métier quand même, la sommellerie et la restauration en général, qui demande beaucoup de temps, c'est un effort physique mais aussi mental. Enfin, tout est peut-être fatigant et épuisant. Ça demande beaucoup d'énergie et de force, mais il faut en fait, c'est de la passion. Je pense que tant qu'on est passionné, il faut y aller. Et juste si un jour ça devient il y ait plus de contraintes que de positifs, faut arrêter, c'est que c'est pas fait pour nous. Mais si on est dans l'enthousiasme, l'énergie, la passion, le sourire et l'envie de créer, faut y aller, quoi. Faut déguster, faut rencontrer du monde. Il y a pas de parcours type. Moi, la sommellerie, alors moi je l'ai fait, de manière autodidacte, hein, en me lançant comme ça. Je suis jamais très à l'aise quand il y a un vrai sommelier qui a fait des études, un sommelier qui a fait des études, qui a la petite grave, qui est machin, qui vient. Je suis jamais très confiante parce que je me dis, oh là là, il en sait beaucoup plus que moi, et est-ce que ce que je lui sers, c'est bon, etc. Mais en fait, il y a pas de, chacun a son parcours, chacun amène ce qu'il veut, et moi, je prône assez il y a pas besoin de forcément passer par la case diplôme pour faire ce qu'on a envie de faire. Que ça soit dans la sommellerie ou dans n'importe quoi. Enfin, il y a des métiers, il faut quand même. On va pas parler de la médecine, hein, et on va pas les opérer parce que je me dis, allez, je vais savoir le faire. Mais en tout cas, dans cette profession, je pense que tant qu'on est curieuse, il y a de la place pour des parcours alternatifs même. Ouais. J'espère. En tout cas, moi j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui m'ont toujours donné l'opportunité de faire ce que j'avais envie sans diplôme et juste en me faisant confiance, et j'espère et je crois qu'il y a plein de personnes qui donnent cette possibilité-là, et donc il faut la saisir. Est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent, que tu aurais envie de citer Alors non, je suis très gênée parce que j'ai l'impression parce que souvent j'entends c'est qui ton mentor, et il y a plein de gens qui sortent plein de noms, et alors je suis très gênée de dire non, j'ai pas grand monde à citer. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ta vérité. Parce que tout m'inspire, tout le monde m'inspire, j'ai pas de personne en particulier, et puis qu'en plus très sincèrement je suis à l'auberge, on est à la campagne, j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps. Et du coup, en fait, j'ai déjà tellement de travail et de choses sur lesquelles je me renseigne, pour mon métier, qu'en fait, je vais même pas vraiment voir ce qui se passe ailleurs. Je me rends compte des fois, je me dis, mince, je sais pas ce que les autres font. Alors, comme tu disais, c'est bien ou c'est mal, j'en sais rien. Je pense qu'il y a pas de bonne réponse. Simplement, moi, c'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, je vais pas chercher ce qui se passe ailleurs. Quand je vais manger au restaurant, je suis toujours intriguée, j'aime bien, je regarde, j'apprends, etc. Mais en fait, j'ai tellement des choses je fais déjà moi ce que j'ai envie, et je communique déjà beaucoup avec l'équipe. Je sens pas cette nécessité d'aller voir ailleurs, et puis en fait c'est même pas la nécessité, j'ai pas le temps. Je cherche à justifier ou à expliquer quelque chose, j'ai pas le temps, et du coup non, j'ai pas de personne à citer, sauf tous ceux qui m'entourent, que ça soit les femmes, les hommes, voilà. Mais j'ai personne en particulier. On va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux te connaître. Oui. Quel est ton dernier coup de cœur food ?
Alors là, j'ai une réponse parce que c'est assez récent. C'est The Livingstone à Marseille. Ah. Je suis partie là-bas sur un coup de tête. Genre, avec mon compagnon, à 17h, on s'est dit, vas-y, on a 3 jours, on part où? On part à Marseille. Donc on a pris le train, hop, direction Marseille. Et on s'est vraiment fait un trip. Et voilà, il fallait profiter du soleil, c'était fin d'été. On s'est dit, il faut emmagasiner un maximum. Et on s'est fait, comme on fait toujours, un petit trip food. Et ouais, Livingstone, qui travaille donc des petites tapas, là, à se partager, et tout arrive sur la table, il y en a partout, c'est merveilleux, on mange ça avec les doigts, c'est trop bien. Et ils ont bien évidemment une superbe carte vin nature, et l'équipe est adorable, et ouais, j'ai trop hâte d'y retourner, parce que ça, c'était mon gros coup de cœur. Est-ce qu'il y a un plat qui résume ton enfance? Alors, il y en a un que j'ai pas mangé depuis des dizaines d'années, et personne n'a jamais réussi à la refaire comme la faisait mon arrière-grand-mère, mais il y a la tarte au sucre de mon arrière-grand-mère qu'on mangeait quasiment tous les dimanches. Il y a personne qui... Je mange plus de tarte au sucre, en fait. J'ai la recette. J'ai dit, d'ailleurs, prochainement que j'allais essayer de demander à Florent qu'il me la reproduise, pour voir s'il arrive à faire la même chose, et si, de temps en temps, je peux retrouver un petit peu cette saveur, mais tarte au sucre, tarte à la vergeoise de mon arrière-grand-mère. Mamie Suze. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes? Alors, je peux être un peu difficile. Je crois que je déteste vraiment... J'ai envie de dire l'endive. L'endive. Ouais, et encore... Ça arrive. L'endive ou T'es pas la première invitée à me répondre ça. Ouais, ou l'orange. En fait, moi, l'amertume, c'est pas... L'amertume, c'est pas mon... C'est pas ton truc. Non. Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine? Je dirais du fromage et du pain. T'as un fromage chouchou? Le comté du Jura. C'est pas local et ça fonctionne pas avec les principes de Florent. Mais quand je Il n'écoutera pas cette interview. Mais quand je vais voir les copains dans le Jura, je remonte forcément avec des cartons de vin et 3 tonnes de comté. Est-ce que tu as une recette fétiche que tu fais tout le temps à la maison? Alors moi je cuisine pas beaucoup, j'aime pas ça. C'est souvent mon compagnon qui cuisine à la maison, mais du coup on se complète aussi, il cuisine, je sors le vent. Mais si un truc qui me fait plaisir et que je peux cuisiner moi assez régulièrement, c'est des œufs brouillés. Sur du pain, avec du beurre, et voilà. Simple et efficace. C'est ça. Et quand tu es en cuisine, même si c'est juste pour accompagner ton compagnon, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui passe comme bande-son? Il n'y a pas de chose en particulier, ça dépend du moment, ça peut être des playlists. On est assez fan de temps en temps d'un petit Britney Spears. Il n'y a pas de choses en particulier. Oui, une petite playlist. Parfois, ça peut être une émission à la télé qu'on se met sur la tablette. Parfois, rien du tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Quel est le resto de ta vie? S'il n'en restait qu'un, ton restaurant préféré de tous les temps? Bah, ça va faire très corporate et très groupie, mais l'auberge d'Yvermont, je suis désolée. En même temps, j'ai quitté tous mes emplois au bout de 2 ans. C'était quand même assez cyclique. Florent, ça fait quand même 5 ans et demi que je travaillais avec lui et je suis pas prête de partir, donc c'est qu'il y a une raison. Il peut réécouter l'interview à partir de maintenant. C'est ça. On va lui faire écouter des extraits. Non, ouais, c'est très corporate, mais l'auberge d'Yvermont. Et est-ce qu'il y a un restaurant qui te fait rêver, que tu rêves de découvrir, qui est au top de ta liste? Non, tous ceux où je suis pas encore allée, en fait. N'importe lequel, tant qu'on y mange bien, donc tous les autres restos que j'ai pas fait. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiterais-tu entendre au micro de Girls in Food? Eh ben, écoute, une vigneronne que j'ai rencontrée il y a peu lors d'une soirée dans le Jura, que j'aime beaucoup, c'est Marie Bourdon. Qui est vigneronne dans le Jura, qui a notamment le domaine à Vie de Tempête, avec Raphaël Monnier, qui lui a son domaine Ratapoil. Mais oui, Marie, je l'ai rencontrée il y a moins d'1 an, elle est joyeuse, elle fait de superbes vins, donc pourquoi pas Marie Bourdon. Écoute, avec plaisir. Merci beaucoup, Oran. Bah, merci à toi, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à Oran Vanol pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli préférée.
À bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.